Bien sûr, voici la traduction du texte en français. Cela s'est produit sur une période de 3 ou 4 ans quand j'étais enfant. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai eu le premier, mais j'ai commencé à faire ce cauchemar semi-lucide récurrent peut-être une fois tous les 2 mois. D'après ce que je me souviens, voici comment ça se passait. J'étais allongé dans mon lit, sauf que la vue n'était pas de ma perspective à la première personne. Au lieu de cela, je me regardais depuis le plafond, comme si je voyais ma propre chambre à travers une caméra de sécurité. La dissociation hors du corps me terrifiait toujours. J'essayais de flotter ou de nager vers mon corps, mais je n'arrivais jamais à bouger au-delà de tourner la tête pour regarder autour de la pièce. J'étais semi-lucide, donc je savais que c'était un rêve, mais cela ne me rendait pas moins effrayé. Après m'être calmé, je commençais à remarquer des choses étranges dans ma chambre. Pour commencer, l'horloge numérique sur ma table de chevet comptait toujours à rebours. C'était généralement le premier détail étrange que je remarquais. Et une fois que je le remarquais, je commençais à voir d'autres choses bizarres. Il y avait ces dessins collés à des endroits aléatoires sur les murs et la commode, comme des dessins au crayon de cire qu'on attendrait d'un enfant de mon âge. Mais je n'avais aucun souvenir de les avoir faits. Je n'étais pas le genre d'enfant qui dessinait beaucoup. Donc ce n'était pas comme si je les avais simplement oubliés. Ils montraient toujours la même chose. Une rangée de personnes se tenant la main, toutes souriantes, avec une plus petite silhouette que je ne peux qu'imaginer être moi. Ils se tenaient toujours devant une maison avec un toit bleu. Mais je ne me souviens pas de beaucoup plus sur les dessins que cela. L'autre détail des rêves qui me marque encore est un vieux train jouet qui était toujours à un endroit différent sur le sol de ma chambre. Ce qui était significatif, car j'avais perdu ce jouet particulier des années auparavant. Quoi qu'il en soit, après avoir analysé ma chambre pendant un certain temps, je ressentais une envie inexplicable de regarder par la fenêtre de ma chambre. Je jetai un coup d'œil et, comme si c'était le signal, un homme apparaissait à quelques centimètres de la vitre. Il avait les cheveux gris courts et ce qui semblait être une coupure sur sa tempe gauche. Honnêtement, c'est tout ce dont je me souviens de son visage. Il m'observait dormir pendant quelques secondes, puis commençait à gratter la fenêtre comme s'il essayait de l'ouvrir de l'extérieur. C'était généralement à ce moment-là que je me réveillais. Parfois, je courais immédiatement à la fenêtre. Et parfois, j'étais si effrayé que je ne pouvais même pas bouger. Mais je finissais toujours par vérifier d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce que je pensais trouver. Peut-être des marques de griffes ou une tache là où sa main avait été, mais il n'y avait jamais rien là, ni personne d'ailleurs. Après la 4e fois que c'est arrivé, j'en ai finalement parlé à mes parents. Ma mère m'a dit que les rêves récurrents n'étaient pas si rares, surtout à mon âge, et mon père est intervenu pour me rappeler qu'il n'était qu'à une pièce de distance si jamais j'avais peur. J'ai hoché la tête et j'ai agi comme si cela m'avait aidé. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Mon père a vu que j'avais encore peur, alors il m'a pris par la main et a exploré l'extérieur de la maison avec moi. Il n'y avait aucune indication que quelqu'un y avait été. Pas d'empreinte de pas, pas de tache sur la fenêtre, rien. Malgré tout, cela n'a pas calmé mes nerfs autant qu'on pourrait le penser. Gardez à l'esprit que c'était environ 1 an plus tard. Donc je faisais ce rêve environ 1 fois tous les 3 mois. Ça n'arrivait pas toutes les nuits, loin de là. Mais faire exactement le même rêve 4 fois signifie définitivement quelque chose, ce que je savais même à cet âge. Mais après ce 4e rêve, ils se sont simplement arrêtés. Pour un temps, du moins. Je suis resté près de 6 mois sans un seul épisode. Et à un moment donné, je me suis permis de croire que c'était fini. Tout s'est en quelque sorte estompé en arrière-plan, comme les peurs de l'enfance ont tendance à le faire lorsque la vie devient plus normale. Mais ensuite, c'est revenu. Je n'ai aucune idée de ce qui l'a déclenché. Mais une nuit au hasard, j'ai refait le rêve. Tout était exactement comme je m'en souvenais. L'horloge, les dessins, le train, tout. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce rêve qui me faisait 2 fois plus peur que les précédents. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Tout suivait la même chaîne d'événements.
Mais alors, en regardant autour de la pièce, j'ai réalisé ce que c'était. La fenêtre de ma chambre était ouverte. Dès que j'ai vu ça, je me suis réveillé. Il y a eu une période d'environ 5 minutes où je ne pouvais pas bouger. Une paralysie du sommeil complète. Et ce n'était pas une paralysie du sommeil passive. Mon cerveau me criait de vérifier la fenêtre tout le temps, mais je ne pouvais pas me traîner hors du lit, peu importe mes efforts. De plus, j'avais beaucoup plus froid, comme si de l'air froid soufflait par la fenêtre de ma chambre, que j'étais convaincu être grande ouverte. Ces 5 minutes étaient différentes de toute peur que j'ai jamais connue. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que cet homme était à quelques instants de grimper par ma fenêtre. Pourtant, je ne pouvais rien y faire. Quand j'ai finalement repris le contrôle de mes membres, je me suis forcé à aller à la fenêtre, confirmant qu'elle était verrouillée. Je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. J'avais trop peur. Je ne sais pas comment j'ai même pu fonctionner le lendemain matin. 2 autres mois se sont écoulés, mais je n'allais pas me faire avoir à nouveau. Chaque soir avant d'aller me coucher, je pensais longuement et intensément au rêve, dans le but de me préparer à le refaire. Je ne sais pas si cette logique tient la route, mais j'espérais que garder le rêve à l'esprit m'aiderait à ne pas avoir trop peur si je le refaisais. À ma grande surprise, cette technique a réellement fonctionné. La fois suivante où j'ai fait ce rêve, je n'ai même pas eu la moitié de la peur. Je ne me suis même pas donné la peine de vérifier la fenêtre après m'être réveillé. La fois d'après, j'avais à peine peur. Pourtant, quelque chose à ce sujet persistait. Pas d'une manière effrayante, mais assez pour me donner envie d'en parler à nouveau à mes parents. C'était peut-être la façon dont je l'ai expliqué, ou peut-être parce que j'étais un peu plus âgé, mais pour une raison quelconque, ils ont vraiment prêté plus d'attention cette fois-ci. J'ai essayé de fournir autant de détails que possible, ce que je n'avais pas fait auparavant. Alors que j'en arrivais à ma description de l'homme, le comportement de mes parents a changé. Pas de manière très dramatique, mais assez pour que je le remarque. Plus précisément, c'était juste au moment où je leur parlais de la coupure sur son front. Avant même que je puisse finir, mon père m'a interrompu et m'a demandé si j'étais sûr pour la coupure. Je lui ai dit que oui, et il a regardé ma mère comme s'il y avait un détail non dit dont je n'étais pas au courant. J'ai demandé à mes parents ce qui se passait et ils m'ont assuré que tout allait bien. Ne voulant pas les contrarier, je n'ai pas posé plus de questions. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander s'il y avait plus à l'histoire. Il s'est avéré que, quelques jours après cette conversation, mes parents m'ont fait asseoir et ont tout avoué. C'était pas une révélation dramatique ou quoi que ce soit. Ils ont juste dit qu'il y avait quelque chose qu'ils voulaient me dire. C'est ma mère qui a le plus parlé. Apparemment, quand j'étais très petit, trop jeune pour même m'en souvenir, il y avait un homme nommé Brian qui me gardait parfois, il l'appelait toujours Oncle Brian, mais il ne faisait pas vraiment partie de la famille, juste un ami proche de mon père de l'université. Je suppose qu'il était beaucoup là quand j'étais bébé et jeune enfant, surtout pendant les périodes où mes 2 parents travaillaient à plein temps. Mais quelque chose s'est passé. Mon père n'a pas donné de détails, il a juste dit qu'il y avait eu une dispute entre eux, assez grave pour qu'il coupe complètement les ponts. Il a dit qu'il avait interdit à Brian de s'approcher à nouveau de notre famille et plus particulièrement de s'approcher de moi. C'était la fin. J'ai demandé ce qui avait causé la dispute, mais ils ne me l'ont pas dit. Ils ont juste répété que ça n'avait rien à voir avec moi et que je n'avais pas à m'inquiéter. La seule autre chose qu'ils m'ont dite, et c'est ce qui m'a donné un sentiment de malaise, c'est que Brian avait une cicatrice visible sur le front suite à un accident de voiture qu'il avait eu des années avant ma naissance. Ils n'ont pas fait le lien à voix haute, mais ils n'en avaient pas besoin. J'étais assez grand pour faire le lien moi-même. Plus tard dans la soirée, après que ma mère soit allée se coucher, mon père est resté un peu plus longtemps avec moi dans le salon. Je voyais bien qu'il voulait en dire plus, comme s'il n'était pas totalement satisfait de la façon dont la conversation s'était déroulée plus tôt. Après quelques instants de silence, il m'a fait part de sa théorie.
Il a dit qu'il pensait que les rêves étaient la manière de mon cerveau de traiter quelque chose d'enfoui très profondément. Un souvenir de quand j'étais petit, avant même que je puisse former des phrases complètes. Il a mentionné à quel point j'étais apparemment proche de Brian. Comment je pleurais quand il quittait la maison. Comment je voulais toujours que ce soit lui qui me lise une histoire pour m'endormir. Mon père a dit qu'il ne voyait pas d'autre moyen pour moi de savoir pour la cicatrice sur le front de Brian. Je ne savais pas quoi en penser. Je n'avais aucun souvenir de cette personne, Brian. Même maintenant, je ne peux toujours pas me rappeler un seul souvenir avec lui. Je n'ai pas eu d'autre choix que de continuer ma vie avec ou sans rêve récurrent. D'autres mois ont passé. Je fais de mon mieux pour décrire la chronologie aussi précisément que possible. Mais il est difficile de se souvenir exactement du temps qui s'est écoulé entre chaque rêve. Cela dit, la fréquence a diminué après avoir parlé à mes parents. J'ai fait le rêve seulement une ou peut-être 2 fois l'année suivante. Mais les choses ont pris une tournure très sombre à un moment donné de la 4e année. Une nuit, après m'être réveillé du rêve, j'ai regardé ma fenêtre par habitude. Et cette fois, j'ai vraiment vu quelque chose bouger. Ce n'était qu'un scintillement, mais j'étais sûr à 100% que quelque chose venait de bouger juste devant ma fenêtre. Et d'un coup, toute la peur que j'avais passé des années à essayer d'éviter est revenue en force. C'était en fait pire. J'ai sauté du lit et j'ai crié pour appeler mes parents, qui m'ont pris très au sérieux. Mon père a couru dehors pieds nus pendant que ma mère me serrait fort dans ses bras. Finalement, mon père est revenu et a commencé à chuchoter des choses à ma mère. Ils m'ont dit de rester où j'étais pendant qu'ils appelaient la police. Je les ai écoutés et je suis resté dans leur chambre, bien que je ne me souvienne pas avoir entendu de sirènes ou d'autres voix que les leurs cette nuit-là. Mon père a insisté sur le fait que tout allait bien et que la police allait s'occuper de tout. Le lendemain, il m'a avoué qu'il avait vu ce qu'il pensait être des empreintes de pas extrêmement faibles sous la fenêtre de ma chambre. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était Brian, et il a dit que c'était impossible, car ils avaient déménagé et Brian ne savait pas où nous vivions. Mon père m'a promis que rien de mal n'arriverait jamais, et il s'est avéré qu'il avait raison. Je n'ai plus jamais fait ce rêve. Mes parents n'aiment pas parler de cet incident, et je peux comprendre pourquoi. Je n'ai toujours pas obtenu de réponse directe de leur part, mais depuis, j'ai arrêté d'essayer. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la pensée écœurante que chaque fois que je faisais ce rêve, il y avait vraiment quelqu'un devant ma fenêtre qui m'observait. Était-il vraiment plausible que quelqu'un m'ait harcelé périodiquement pendant 4 ans? Ça ne colle pas, et je n'arrive pas à décider ce qui est le plus effrayant. Si c'était vraiment Brian qui m'observait, ou juste un parfait inconnu que mon cerveau lui a associé pour une raison quelconque. Et qui sait comment cela s'est en quelque sorte traduit dans mes rêves. J'ai fait des recherches et je ne sais toujours pas comment cela serait possible. Peut-être qu'il faisait un bruit ou quelque chose et que mon cerveau l'a capté. Je ne peux vraiment pas le dire. Ce que je peux dire, c'est que je suis sûr à 95% que mes parents n'ont jamais appelé la police cette nuit-là. C'est quelque chose pour lequel je n'aurai probablement jamais d'explication. Je n'obtiendrai probablement jamais de réponse concernant cette expérience, car elle s'est produite il y a si longtemps. Mais si j'en obtiens, j'enverrai une mise à jour. Je vais faire aussi court que possible. La plupart des nuits, je m'endors avec une sorte de son. C'est la meilleure façon que je connaisse pour m'assoupir rapidement. Parfois, c'est d'une vidéo d'échecs. Parfois, c'est un podcast sur l'espace. Parfois, c'est juste l'enregistrement d'un orage. Vous voyez l'idée? Je suis un rêveur très actif. Donc ce avec quoi je m'endors se traduit généralement directement dans mes rêves, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si je m'endors avec une compilation de football, il est probable que je rêve de jouer au football. Une partie de la raison pour laquelle c'est si utile, c'est que j'ai fait beaucoup de cauchemars en grandissant et cette technique les empêche. Cela s'est produit il y a quelques semaines lors d'une soirée pyjama chez mon ami Duncan. C'était une soirée pyjama, donc j'ai dû m'endormir normalement. C'était pas un problème pour moi.
Cela signifiait simplement que mes rêves seraient beaucoup moins prévisibles. Nous étions 3, moi, Duncan et Ian. Les parents de Duncan étaient partis pour le week-end. C'est pourquoi nous faisions la soirée pyjama. Il a beaucoup de grands canapés confortables dans son salon. C'est donc là que nous avons tous dormi. Cette nuit-là, j'ai fait l'un des rêves les plus vifs que j'ai eus depuis longtemps. J'étais en mer sur un petit voilier. Je ne sais même pas d'où il venait. Je n'ai jamais été sur un voilier de ma vie. L'eau était super agitée et je me souviens que le ciel était un étrange mélange de violet foncé et de gris. Le vent hurlait, mais pas d'une manière effrayante. C'était un peu comme si j'étais dans un film ou quelque chose du genre. Puis, le bateau a tangué. Je n'ai pas pu voir ce que nous avions heurté, mais je l'ai vraiment senti. Quoi que ce fût, ça a projeté le voilier sur le côté et a fissuré quelque chose en dessous. L'eau a commencé à jaillir par le fond, et je me souviens avoir essayé de boucher le trou. Mes amis dormaient à côté de moi, et le salon était exactement comme nous l'avions laissé. Vous savez, cette phase étrange juste après le réveil où vous ne pouvez pas vraiment traiter les informations avec précision, c'est ce que je vivais. Quelques secondes plus tard, cependant, mon cerveau a commencé à fonctionner correctement et j'ai capté un son qui était définitivement déplacé. Il y avait un bruit distinct d'eau qui coulait venant de quelque part à l'étage. Le son n'était pas étouffé comme on pourrait s'y attendre si un robinet était ouvert. Même à distance, je pouvais voir le lavabo. L'un des robinets était tourné complètement vers la droite. L'eau jaillissait à plein débit. Il n'y avait aucune chance que cela se soit produit tout seul. Ça n'avait même pas de sens. Je me suis approché de la porte et j'étais sur le point d'entrer. Mais quelque chose m'a arrêté. La salle de bain à l'étage est assez grande. Elle a un long comptoir et une baignoire avec un rideau. Plus un coin bizarre où se trouvent les toilettes. Beaucoup d'angles morts. Pour autant que je sache, quelqu'un pouvait s'y trouver. Nous avons laissé Ian dormir sur le canapé et sommes remontés ensemble. Quand nous sommes arrivés à la porte de la salle de bain, Duncan n'a même pas hésité. Il l'a poussée et est entré. Je n'étais pas préparé à ce qui allait se passer. Presque immédiatement, une silhouette a bondi du coin et a plaqué Duncan sur le côté. C'est arrivé si vite. Tout ce que j'ai vu, c'est Duncan tomber et ce type agiter un morceau de tuyau en PVC comme s'il allait le rouer de coups. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis juste jeté sur le type. La famille de Duncan n'a pas de caméra dans sa maison, donc il n'y avait aucune preuve que nous pouvions fournir. La police a dit qu'il s'agissait probablement d'un simple cambrioleur commettant une attaque au hasard. Mais mes amis et moi pensons que c'était beaucoup plus spécifique que ça. Tout d'abord, pourquoi un cambrioleur ferait-il exprès du bruit en ouvrant le robinet d'un lavabo? Oui, c'était évidemment un piège pour attirer quelqu'un à l'étage, mais quel était l'intérêt s'il essayait de cambrioler la maison? Cela me fait réfléchir. Les parents de ma petite amie avaient prévu un week-end en dehors de la ville. Quelque chose pour un anniversaire, je crois. Alors naturellement, ma copine Bonnie m'a invité à rester chez elle. Normalement, ses parents sont assez stricts et dormir dans sa chambre est absolument hors de question. Mais comme il serait absent tout le week-end, nous avons pensé que cela ne ferait de mal à personne. Bonnie vit dans un de ces quartiers de banlieue où toutes les maisons se ressemblent. Assez calme, pour qu'à 22 heures, tout semble toujours désert. Bonnie a un lit queen size, donc nous avions tous les deux beaucoup d'espace, assez pour que nous puissions nous étirer confortablement sans nous gêner l'un l'autre. Je vais passer sur le reste des détails sans importance. Nous avons finalement éteint la télévision vers minuit et nous nous sommes endormis. Je ne me souviens pas de m'être endormi, mais je me souviens vivement du rêve troublant qui a suivi. Maintenant, avant de vous en parler, je veux dire une chose. Je n'ai eu un rêve de faux réveil que quelques fois dans ma vie auparavant. Cette nuit-là en était une. Mais quelque chose m'a arrêté. La chambre de Bonnie semblait identique à ce qu'elle était quand nous nous sommes couchés. Chaque détail était exactement comme il devait être, à l'exception d'une chose. Une chose que je pouvais encore imaginer dans mon esprit, même maintenant. Une fine lueur jaune se répandait dans la chambre depuis la fente sous la porte.
C'était juste un filet de lumière, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas en détacher mes yeux. Toute ma confiance s'était envolée. Ma vision a commencé à se rétrécir. C'était personnel. Il savait des choses sur moi, des choses profondément personnelles que je n'avais jamais partagées avec personne, pas même avec Bonnie. Il a commencé à réciter des événements de mon passé. Des choses que j'avais dites, des choses que j'avais faites, des choses qu'aucun étranger ne connaîtrait, des choses qu'aucun étranger ne pouvait connaître. Une voix est devenue deux, deux sont devenus trois, et avant que je ne m'en rende compte, il y avait 100 voix qui me tourmentaient avec mes secrets les plus sombres et les plus refoulés. J'avais vraiment l'impression que les parties les plus sombres de mon cerveau étaient arrachées de ma tête et projetées jusqu'à ce que je trouve le lit. Puis je me suis glissé sous les couvertures comme si j'avais de nouveau 6 ans. Et puis, je me suis réveillé, sauf que je rêvais encore à ce moment-là. Je ne le savais tout simplement pas. Je me suis assis lentement, évidemment, toujours effrayé, mais en essayant de me rassurer que le cauchemar était terminé. Mais à mon horreur, quand j'ai regardé la porte de la chambre, j'ai vu le même faisceau de lumière entrer dans la pièce. Et puis, je l'ai entendu. La porte du bas claquait à nouveau, suivie par les mêmes pas frénétiques qui montaient. Elle dormait profondément à côté de moi, complètement inconsciente de ce que je venais de vivre. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais vraiment réveillé. Dans mon rêve, je n'avais même pas pensé à regarder de l'autre côté du lit. J'ai commencé à me détendre, mais quand je me suis assis pour regarder la porte de la chambre, j'ai failli crier. Là, sous la porte, se trouvait la même bande de lumière que j'avais vue dans mes rêves. C'était la même image. Ça n'avait aucun sens. Bonnie et moi étions seuls et toutes les lumières de la maison étaient censées être éteintes. Faire un bruit. Elle n'a ni crié ni rien dit quand je lui ai raconté, ce qui a été un énorme soulagement. Cela a semblé une éternité, mais après quelques minutes tendues, la police est arrivée à la maison. Les choses sont devenues bruyantes en bas. La police a en fait défoncé la porte d'entrée et il y a eu beaucoup de cris. Quand j'ai senti que c'était sûr, je suis descendu juste à temps pour voir 2 hommes masqués être conduits menottés vers une voiture de police. J'ai parlé un peu avec les officiers et je les ai remerciés avant de partir. Penser à l'effraction elle-même ne me dérange pas tant que ça. La raison pour laquelle je ne peux pas me sortir cette expérience de la tête est à cause de ce satané rêve. Je peux accepter que le bruit des effractions soit entré dans ma tête d'une manière ou d'une autre. Cette partie-là, ça va. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le contenu réel du rêve. Bonnie pense que j'ai des démons non résolus qui rôdent quelque part dans mon subconscient, mais je n'aime pas penser à cette possibilité. Et pour ce qui est de la porte, j'étais allongé, donc ça restera gravé dans ma tête pour toujours.